Donc nous sommes ici pour revenir sur la carrière de Roberto Pontual, grand critique d'art, historien et commissaire d'exposition brésilien. Et nous allons parler de sa collection d'œuvres d'art que nous mettons en vente le 31 mars chez Maurice Auction. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Vincent Vierinck, qui est le dernier compagnon de Roberto Pontual et qui est donc son légataire universel, qui nous confie aujourd'hui la collection de Roberto. Et je suis aussi accompagnée de Maria Domar Guinlé, d'origine brésilienne, qui est conseillère en art et qui a donc beaucoup de connaissances sur l'art brésilien et qui va nous donner son éclairage sur la collection de Roberto Pontual. Roberto Pontual est quand même, jusqu'à ma génération, je dirais, une référence dans le monde de l'art. Son dictionnaire, toujours sur les tables de tous les grands connaisseurs d'art au Brésil. Et surtout, il était pernambucano, c'est-à-dire du nord du Brésil, mais un carioca comme moi. Et c'était vraiment quelqu'un qui a marqué toute une génération de critiques, de journalistes et de commissaires d'exposition, quelqu'un de très important. Roberto est un être de passion dans tous les domaines de sa vie. Il était vraiment passionné, il était charismatique, il était charmeur, il était convaincant sans aucun doute. Il a vécu ça à tous les moments de sa vie puisqu'il a même vécu longtemps avec deux artistes avant que nous nous connaissions, avec Osmar Dillon, alors que Roberto avait tout juste 18 ans. C'est 18 ans à ses 20 ans. Il a partagé la vie de Osmar et ensuite, quelques années après, il a rencontré Paulo Roberto Leal, avec lequel il a vécu pendant 15 ans. Depuis son plus jeune âge, puisqu'il a commencé à écrire quand il avait 18 ans, et il n'a jamais cessé jusqu'à sa mort. Bien avant que je le connaisse, il était déjà écrivain, historien sans aucun doute, et ensuite effectivement le journalisme, avec notamment le Journal do Brasil, qui était le principal quotidien à Rio, où Roberto a écrit des milliers d'articles, et beaucoup d'autres magazines, d'articles sur l'art. Et quand il a quitté le Brésil pour Paris, il a pu être nommé correspondant culturel par le Journal du Brésil, pour suivre l'activité culturelle française et européenne pour le Brésil. Donc c'était un peu un retour de flamme en quelque sorte, après avoir fait connaître les Brésiliens en France. Il a fait connaître l'activité française et européenne aux Brésiliens, pour qui voyager n'était pas forcément si facile. Roberto, je l'ai rencontré à Paris, tout à fait par hasard, en mars 1979. Il était de passage pour une semaine pour voir des expositions en France. Et voilà, on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre, on peut le dire. Voilà, et ensuite il est reparti, donc la complication a commencé. Mais bon, on est resté en contact et finalement, quelques mois plus tard, on s'est retrouvés en Amérique latine pour un grand voyage et un an plus tard, Roberto décidait de s'installer en France. Donc il s'est installé à Paris en 80. Et ensuite, je pourrais dire qu'il est devenu en quelque sorte un ambassadeur du monde brésilien et des artistes brésiliens, parce qu'il a beaucoup fait pour faire connaître en Europe par des expositions à Londres, à Paris. Il y a eu vraiment plusieurs choses qui se sont produites et je pense que son charisme c'était ça aussi, c'était de dire les artistes brésiliens méritent plus de reconnaissance. Ils sont parfois un peu prisonniers du Brésil, 10 000 km de l'Europe centrale on va dire, et donc je pense qu'il a fait beaucoup pour ces artistes. Et Vincent, mais je trouve qu'une fois, vous nous avez dit qu'il était quand même une machine, une force de la natureza, non? Oui. Qu'il était très bien organisé, et en commençant par son dictionnaire. Oui, puisqu'il a écrit son dictionnaire qui est quand même absolument colossal. Il avait tout juste 30 ans, donc ça c'était quand même à l'époque, bien sûr, il n'y avait aucun moyen de la technologie contemporaine, donc tout a été fait avec des fiches carton. Oui. Il y a, je pense 4000 fiches, je n'ai jamais compté, mais il y a un nombre de rubriques colossal, et le dictionnaire n'a jamais été répliqué, n'a jamais été réédité, et personne n'a jamais essayé de faire un dictionnaire. Le dictionnaire a été publié en 1969 et il n'y a pas un seul dictionnaire qui a été refait 40 ans plus tard par quelqu'un d'autre. À l'époque, c'était le grand journal et il avait une colonne, non? Oui. Dans le Caderno B. Le Caderno B, c'était la référence pour la culture. Oui, absolument. Alors c'était vraiment, il était lu, il écrivait, les gens, il était assez connu, je dirais. Mais sa discipline n'a jamais faibli et c'était extraordinaire. Moi je me souviens, il écrivait donc tous ses articles dans une petite machine à écrire, avec 2 feuilles de papier et un carbone entre les 2 feuilles pour garder une copie de ce qu'il envoyait. Et il était tellement discipliné que s'il faisait une faute de frappe, la dernière ligne, il prenait les feuilles, il déchirait, il recommençait. Il ne supportait pas de faire une faute de frappe, c'était intolérable pour lui.
Et dans ce quaderno B du Journal du Brésil, il y avait 2 colonnes que les gens se précipitaient pour lire. C'était la colonne sociale, on va dire mondaine de Zósimo, très fameux Zósimo, très ami de Roberto, et la colonne culturelle de Roberto. C'était vraiment, on lisait ça avant le reste. La direction du Journal du Brésil a changé. Le patron historique s'est retiré. Sa fille a pris le pouvoir et ça n'a plus marché. Oui. Bon, ça a commencé par la Biennale de Venise en 1980 où Roberto s'occupait du pavillon brésilien. Ça a été un peu son premier pas en Europe. Et ensuite, puisqu'il vivait à Paris, il a un peu souffert. Au début, ça a été très difficile parce qu'au Brésil, c'était une star en quelque sorte. Et il arrivait en France, personne ne le connaissait. Et il m'a souvent dit, vivre à Paris, pour moi, c'est une leçon d'humilité. Parce que je dois réapprendre à accepter que personne ne me connaît. On a des œuvres qui n'ont été montrées qu'une fois, justement, parce et il y a qu'il 30 avait un ans. rapport très proche avec ces artistes et qui sont quasiment introuvables. Enfin, c'est vrai qu'on ne voit jamais passer sur le marché. Oui, ils sont assez et ça, c'est assez aussi rares. assez exceptionnel qu'elles soient proposées à Paris. Vincent a commencé à déballer les œuvres. Pour moi, c'était un moment très émouvant parce que j'ai vu surtout une collection d'affects. On voyait qu'il y avait plein de relations, des relations professionnelles, personnelles, et pendant une période de grands changements du Brésil et aussi de la scène artistique. Dans la collection, on dirait en portugais o pontual acertou, parce que c'est des artistes qui sont toujours là, qui sont dans le marché et qui, par exemple, Wanda Pimentel, l'année dernière, a été montrée au MoMA à New York. Et tout ça, on doit penser que lui, il était en train d'accompagner ces artistes il y a 30-40 ans. Et Osmar Dillon est un autre artiste qui vraiment mérite d'être redécouvert. Il a eu une très très longue carrière, il a fait partie des néo-concrets, il écrivait des poèmes néo-concrets comme Roberto presque à la même époque, dans les années 70. Il a fait ces merveilleuses boîtes dont on a quelques exemplaires et il a eu une très longue carrière. Parce que la collection, elle a quand même des artistes jusqu'à fin des années 40, non? Comme 45, la première. Oui. Après, des très jolies œuvres d'Antonio Bandeira qui a été quand même, c'est une référence pour l'art moderne brésilien. Et après, on passe vraiment à toutes les décennies et c'est ça aussi qui est surprenant quand on voit, par exemple, j'adore cette œuvre de Gershwin qui est un poème de poche. Et en fait, l'idée ici, c'était vraiment qu'on manipule, qu'on prend les couleurs. Ça, c'est un bon exemple. On est allé d'un artiste comme Weissman, qui était un artiste fondateur du néoconcrétisme. Et après, on va vers un artiste très important des années 70, Rubens Gershwin. Je pense que la collection, elle montre vraiment cette évolution de l'art brésilien aussi. Oui. Vous avez donné, Vincent, l'ensemble de ces archives sont restées en France puisque vous l'avez donné à Rennes. C'est à Rennes, c'est ça? À cette petite ville qui s'appelle Château-Giron, pas loin de Rennes, en Bretagne, aux archives de la critique d'art, qui sont une entité qui dépend de l'État, extrêmement bien organisée. Et j'ai trouvé logique qu'après la mort de Roberto, au lieu de garder ce considérable archive, j'en fasse don à cette association. Peut-être qu'on pourrait revenir sur la figure de Gilberto Chateaubriand parce que c'est quand même quelqu'un qui l'a initié, qui lui a fait découvrir aussi beaucoup d'artistes. Il y a quand même, je pense ce côté peut-être un peu paternel ou fraternel, je ne sais pas. Je dirais plutôt fraternel, même s'il avait 14 ans d'écart. Je pense que Roberto a dû connaître Gilberto au début des années 60 et ça a été vraiment une amitié qui a duré toute leur vie. Il a fait ce côté effectivement protecteur un peu parce qu'évidemment Gilberto était un diplomate célèbre, très grand collectionneur déjà à l'époque, fils de Assis Chateaubriand qui a quand même créé le musée d'art de São Paulo. Et la collection de Gilberto n'a cessé de s'agrandir puisque le premier livre que Roberto a voulu publier était en 77 je crois et 10 ans plus tard il a dû faire une deuxième version tellement la collection s'était agrandie puisqu'elle était passée de 4000 œuvres à 6000 œuvres. Et quand Gilberto est décédé, les œuvres étaient en dépôt au musée d'art moderne de la ville de Rio et il s'agissait de 8000 œuvres. C'est un homme qui a toujours collectionné toute sa vie et il n'a jamais cessé d'acheter dans les ateliers d'artistes. Robert Pontois, il a vraiment organisé toute la collection de Gilberto Chateaubriand. Alors c'est sûr qu'on retrouve plein d'artistes dans les deux. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus en France, qui ont eu une expérience en France. Et il y en a qui sont d'ailleurs restés, puisqu'on a des œuvres de Giulio Villani. Giulio Villani qui travaille toujours entre les deux.
Il y a aussi des œuvres de Pisa, qui a été un artiste. Oui, Pisa très aussi a fait important. toute sa vie à Paris. Toute sa vie à Paris. Une grande partie de sa vie. Et très qui grande. était, qui avait. C'est vrai que Pontoise, il a toujours gardé ce lien entre les deux. Et Vincent, vous nous avez dit qu'il allait souvent au Oui. Brésil, quand même. De toute façon, c'est des échanges permanents. On ne peut pas rester de façon totalement isolée à Paris. Ce sont des échanges Oui, mais c'est du incroyable. quotidien. Oui, Mais à l'époque, c'était Oui. beaucoup plus difficile. Au moment où Roberto avait choisi de vivre en France, effectivement, toute l'actualité au quotidien des artistes, ils étaient un peu déliés de Roberto, qui n'était plus la référence de la critique d'art. Roberto a été remplacé par Reinaldo Reuls au Journal du Brésil. Voilà, il se passait que Roberto devait accepter qu'il n'était plus non plus l'espèce de figure tutélaire des artistes. Il racontait ça de manière très humoristique. Il avait appris à être plus modeste en France parce qu'il n'avait plus le statut de star de la critique d'art. C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, je dirais. Moi, je pense que l'œuvre de Glauco Rodrigues est quand même une de mes préférées. Parce que ça représente le carnaval, il y a ce côté chaotique, un peu, oui, cette irrévérence. Et cette joie, oui, c'est une joie, mais un peu, oui. il y a quelque chose un peu triste aussi. Quelque chose se trame, on ne sait pas quoi, mais quelque chose se trame. C'est un peu la foule, la fin de la fête. D'ailleurs, Rentrer. ça me fait parfois penser au livre de Lévi-Strauss, Oui, Triste Tropique. Oui, c'est ça, Il y exactement. a un côté parfois, qu'est-ce qui se passe derrière cette joie exubérante? Moi, j'aime beaucoup cette œuvre. Je trouve que. Et 77, quand même, c'était une belle époque de Rio. Carlos Killar a été un artiste qui est extrêmement prolifique, qui a travaillé pendant, je pense, 60 ans, qui a d'ailleurs à un certain moment vécu en France, mais il est reparti au Brésil. Très, très ami de Roberto. Il y a deux œuvres dans la collection qui sont des années 60, une qui s'appelle Ovo et l'autre qui s'appelle Frutinha. Frutinha est ici. Une merveilleuse œuvre. Il y a de la pureté et de la tension dans cette œuvre. Je connaissais principalement Ione Saldaña et c'est vrai que j'ai quand même moi un gros coup de cœur pour ce jeu d'échecs qui pour moi reprend évidemment la série des Bambous qui est très connue mais qui reste aussi une œuvre intime dans le sens où c'est une œuvre qu'on est censé utiliser, avec laquelle on joue et donc finalement c'est une œuvre qui relie un peu toutes les thématiques de cette collection, le côté sensuel, le côté très brésilien, le côté un peu art populaire dans l'utilisation du bambou, les couleurs que j'adore dans cette collection et le côté institutionnel parce que la boucle est bouclée parce que Ione Saldaña a été il y a eu beaucoup d'œuvres à la Biennale de Venise 2024 et moi j'ai été sidérée par cette œuvre que j'ai trouvée absolument fantastique et donc là la voir en mini, pouvoir jouer avec, voilà, ça fait partie des œuvres que j'aime beaucoup. Gilberto est mort en 2023. En 2008, une belle rétrospective a eu lieu au Musée d'Art Moderne de la ville de Rio. Et on voit une très belle photo de Gilberto assis devant un mur gigantesque avec 150 œuvres de sa collection. Et il est interviewé et il a dit une phrase qui résume beaucoup de choses qui pourrait aussi être adaptée pour Roberto. Il a dit « Je suis un être sensoriel ». Alors c'est amusant parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Sensoriel », on pense aussi à sensuel. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même quelque chose. Et je crois que là, on peut évoquer une des dimensions de la collection de Roberto, qui est la dimension homo-érotique, qui est parfaitement incarnée par toutes les œuvres que Alair Gomez a produites au fil de sa vie. Alair Gomez habitait Rio et de la fenêtre de son appartement, avec un téléobjectif, il pouvait observer tout ce qui se passait sur la plage et il a fait des œuvres merveilleuse qu'il a appelée sonatine, parce que c'était un grand amateur de musique aussi, où on voit des défilés de petites images, 9-13, assez modestes, de jeunes garçons jouant sur la plage, discutant, étant sur les agrès, faisant de la musculation. Et des scénettes comme ça, on essaye de comprendre, d'imaginer ce qu'ils peuvent se dire, est-ce qu'ils sont en train de flirter, est-ce qu'ils sont en train de se raconter des histoires, on ne sait pas. Mais ça, c'est la magie de Alair, qui produit une œuvre absolument immense. Et il a aussi des photos plus intimistes qui sont faites chez lui. Il avait des photos avec des cadrages de studio, des éclairages. Et là, on voyait son amour pour la statuaire grecque et romaine, parce que les corps de jeunes hommes qu'il photographiait étaient quand même photographiés d'une manière extrêmement artistique. Et toute cette communauté homosexuelle à Rio était évidemment, la plupart étaient des amis très proches de Roberto. Et il y a toujours une grande liberté de mœurs, une liberté personnelle, à défaut d'avoir une liberté politique qui a toujours perduré. Une certaine liberté aussi du corps et de l'expression, on a l'impression. Oui, parce que c'est une culture où dès le début, tout était plus mélangé.
dans cette informalité de la culture et que peut-être explique pourquoi c'était plus libre. Et aussi, le Brésil était loin. Le Brésil parlait à l'imaginaire, de l'exotique. Et d'ailleurs, Glauco Rodrigues, c'est ça que j'adore parce qu'il joue beaucoup avec ça. Oui. Et en même temps, on a eu un art au Brésil, le néoconcrétisme qui est venu du concrétisme. Ils ont aussi créé quelque chose qui était un peu différent. Moi, j'aime bien dire que le néoconcrétisme est un peu une version un peu plus sensuelle, sensorielle, de pouvoir toucher les œuvres. Quand on parle de Lygia Clark, Lygia Pape, on pouvait toucher. Oui, quelque part, il y a la dimension du jeu, c'est ça. On a envie de jouer et on peut jouer. Oui. On se donne la liberté de jouer. Ce sont des objets qui restent tactiles. Donc là, effectivement, on aborde une période beaucoup plus noire, en quelque sorte, de la vie. C'est qu'en 87, Roberto, de retour d'un voyage à Rio, arrive à Paris, me dit en une phrase « Je suis atteint du sida, je vais mourir ». Et donc, il avait appris par son médecin qu'il était atteint du HIV, comme on dit à l'époque. La deuxième phrase qu'il a prononcée, c'était « Je ne veux en parler à personne tant que ça ne se verra pas. Je veux continuer une vie normale ». Donc il avait établi la règle et il l'a suivi sans discontinuer jusqu'en 92. Et en 92, quand les premiers signes évidents de la maladie sont apparus, là par contre il l'a absolument dit à tout le monde. Il a convoqué tous les amis, la famille, il a passé des coups de fil pour les gens. Et tout le monde était effondré évidemment, mais lui il a continué jusqu'au bout, puisque un mois avant sa mort, le début mai 94, un mois avant sa mort, il prenait encore le train pour aller à Aix-en-Provence pour assister à une conférence, alors qu'il était extrêmement faible. Tout le monde lui disait « mais tu es fou, reste à la maison ». Non, j'y vais comme d'habitude. Et il a fait donc jusqu'au bout, il a écrit, publié, voulu garder cette espèce de force vitale. Il s'est protégé aussi de la curiosité, de la pitié des gens. Il n'avait pas envie de ça. Il voulait vraiment faire comme si de rien n'était. Même s'il savait bien sûr qu'il était condamné, mais il a eu beaucoup cette force vitale jusqu'à la fin. Il y a un côté effectivement très émouvant pour moi d'avoir replongé dans cette collection qui était quelque part cachée de mes regards et des regards de tous depuis plus de 30 ans. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment, il fallait revoir ça et il fallait que ces œuvres partent vers de nouveaux destins, de nouveaux amateurs d'art, de nouvelles maisons, appartements. Je ne voulais pas que les œuvres continuent d'être dissimulées. Pour moi, ça a été difficile parce que j'ai replongé non seulement dans les œuvres, mais également dans des papiers, dans des photos, dans des albums photos. Mais j'ai senti qu'il était temps et je suis sûr que Roberto serait quelque part heureux que la collection revive dans d'autres lieux. Je crois qu'elle mérite ça. Salomé et Maria de le confirmer. J'ai été très ému quand elles sont venues à la maison il y a quelques mois voir la collection que je lui ai montrée pour la première fois et j'ai été ému de voir leur réaction, leur enthousiasme, leur sensibilité. La collection, effectivement, comme disait si bien Salomé, elle est très incarnée. On cerne un personnage hors du commun grâce à elle et l'histoire mérite d'être racontée, mais je pense que les œuvres vont aussi faire perdurer l'âme de Roberto chez d'autres personnes.